Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à faire une conférence Fragmentos Arte y Memoria. Et j'ai choisi en fait de donner pour titre à cette conférence la décolonisation comme révolution mondiale et à citer Frantz Fanon en exergue de cette conférence. Et nous aurons à penser des années encore les plaies multiples et quelquefois indélébiles faites à nos peuples par le déferlement colonialiste. Alors voici ce que je vais développer. Comment penser à partir d'un monde brûlé? De quelle pharmacie disposons-nous au XXIe siècle pour penser internationalement les plaies et du colonialisme et de la colonialité? Cela ne peut se faire sans prendre en compte l'inégalité des mondes. Pour répondre à ces interrogations, trois pistes seront explorées. D'abord, celle de la décolonisation des institutions et des mémoires multiples sur un double plan des corps et des biens, la question du primitif ou du premier, de l'hégémonie au présent avec la question du primitivisme. Ensuite, celle de la réparation et de la restitution sur deux plans, le plan matériel de la restitution, le plan symbolique de la réparation. Ce sont les écrivains, les artistes et les penseurs qui, comme des maîtres de magie, élaborent les pharmacones, c'est-à-dire les remèdes propres à faire oublier ce qui blesse encore. La pharmacie décoloniale comprend donc, pour finir, à la fois les productions littéraires et artistiques et les collaborations sud-sud qui, en les provincialisant, diminuent le rayonnement des anciennes métropoles coloniales. Alors, je commencerai par des remarques préliminaires qui fixent le cadre de ma réflexion. La première est la suivante. Il y a deux définitions de la décolonisation, une définition moderne et historiographique, et d'autre part, une définition postmoderne et philosophique. Selon la première, la décolonisation est assimilée à la lutte pour les indépendances, lesquelles en marquent le terme. Elle constitue une période historique et peut faire l'objet d'un récit. Cette perspective, bien sûr, est eurocentrée. Le repère est la perte de ces colonies par l'Europe. Selon la seconde, la décolonisation déborde largement les indépendances. Elle ne constitue pas un avenir, mais un devenir. Autrement dit, ce n'est pas téléologique et elle ne peut faire l'objet d'un récit. La décolonisation, donc, ne saurait être conçue comme un idéal ou un objectif futur, mais un travail présent. C'est pour moi extrêmement important parce que je crois qu'il faut mettre fin à l'idée même de fin, en fait. Cette perspective, la seconde, la perspective postmoderne, est une perspective qui est à la fois déplacée ou, pourrait-on dire, satellisée. Il est possible, deuxième remarque, de concevoir la décolonisation selon deux axes. Le premier est celui de l'objectivité, où l'on réfléchit sur les causes et les effets, et de l'héritage. Le second est celui de la subjectivité. On s'intéresse aux représentations et aux actions, et au lieu de l'héritage, on s'intéresse à la transmission. Je privilégie pour ma part la seconde approche en incluant la dimension de l'inconscient qui est absente du premier axe, et pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait décisif dans ce type de questions, et c'est d'autant plus décisif qu'en réalité, la pensée même de l'inconscient constitue paradoxalement un impensé, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte en fait des phénomènes inconscients qui, bien sûr, font irruption dans notre subjectivité. Donc, il s'agit d'examiner les situations à partir des sujets eux-mêmes et de leur subjectivité. C'est la raison, bien entendu, pour laquelle la littérature et l'art m'intéressent, et selon donc trois dimensions. D'une part, l'histoire
comme architecture intérieure, ce qui n'est pas la mémoire. D'autre part, la langue comme politique interne, notamment avec la question des langues minoritaires. Troisièmement, l'espace sexué. Ce qui veut dire que, en fait, il me semble que dans un contexte, le contexte de la décolonisation, ces trois dimensions, c'est-à-dire la dimension de l'histoire qui nous habite sans qu'elle constitue pour autant une véritable mémoire, d'autre part, qui nous structure, qui nous habite et qui nous structure, d'autre part, donc, la langue comme politique interne. Pourquoi? Parce que cette langue, elle est pour nous un milieu interne, elle n'est pas seulement quelque chose que l'on apprend de l'extérieur, donc c'est incorporé, c'est intériorisé. Et dans un certain nombre de pays, notamment sur le continent africain, la question des langues est tout à fait primordiale du fait de leur multiplicité, en fait, du fait de ce que l'on appelle la fragmentation linguistique à l'intérieur du continent. Et le genre, évidemment, ne peut pas être laissé de côté et participe, bien entendu, comme le savent mieux, en fait, les Américains sur ce plan que les Africains, constitue un axe tout à fait essentiel dans la décolonisation. Donc, en fait, la critique de la lecture linéaire, chronologique et séquentielle d'une histoire eurocentrée conduit à ce que la géographie remplace l'histoire, la distance spatiale, la distance temporelle. Et la distance temporelle, on le sait, c'était la distance temporelle coloniale, c'était la distance en fait de l'avancée et du retardé, ou encore de l'évolué ou de l'arriéré, puisqu'évidemment, en arrière-plan, on a jusque très récemment, finalement, et notamment dans les politiques pour le développement, on a en arrière-plan l'idée d'une arriération de certaines populations. Et cette distance temporelle est bien entendu caractéristique de la modernité. La troisième remarque concerne la différenciation, à mon sens aussi extrêmement importante, entre le symbolique, qui inclut bien entendu la dimension de la littérature, de l'art, de la philosophie, et du réel. Parce que sur le plan symbolique, un sujet est d'abord un être parlant ou un corps parlant. Et plusieurs questions se posent. Comment les sujets parlent ou taisent les choses, notamment en matière coloniale? Dans quel langage s'expriment-ils? Enfin, que disent-ils? Ces interrogations fondamentales permettent de partir en fait de l'aphasie coloniale produite par le refoulement, puisque ce qui marque la situation après les indépendances, c'est surtout non pas l'oubli d'un passé, mais l'évitement d'une parole. Et du coup, on a affaire au secret, au non-dit, au silence. Le silence est une forme de violence qui n'est pas toujours suffisamment explorée, et d'autre part, le témoignage, le récit ou l'analyse. Et je dirais que, en fait, dans cet ordre d'idées, il y a toujours un espace de la fiction, et que cet espace de la fiction secrète justement de la réalité. Et pour finir, je mentionnerai, je citerai Jacques Lacan, ce psychanalyste français, selon lequel, j'aime beaucoup cette formule, entre les hommes, il n'y a que la parole ou la mort. La quatrième observation, ma quatrième remarque préliminaire, consiste à différencier le post-impérial et le post-colonial. Le post-impérial concerne en fait les anciennes métropoles impériales. Le post-colonial implique les anciennes colonies. La décolonisation ne peut donc avoir la même consistance d'un côté et de l'autre de cette frontière impériale d'un côté, coloniale de l'autre.
Et les rapports passés, en outre, ont des incidences sur les rapports présents. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans un contexte post-impérial, il s'agit de renoncer à des privilèges, notamment linguistiques et culturels, qui déterminent une espèce de sens commun, entre guillemets, international. Dans le second cas, il s'agit pour le Sud d'accéder à l'égalité collective avec le Nord dans un dissensus, entre guillemets, externe, Nord-Sud global, pardon, Nord global, et interne, je pourrais y revenir ultérieurement, Sud local, Nord local, puisque tout pays, de mon point de vue, même les pays du Sud, ont d'une certaine façon, et en ce sens, un Nord et un Sud. Ce qui veut dire que la dissymétrie passée perdure avec l'hégémonie du Nord global, nommée mondialisation, et l'exportation, bien sûr, de ces modèles culturels et de ces institutions, notamment le musée. Cela concerne la culture politico-juridique, propriété, citoyenneté, contrat, etc., comme la culture de masse et du divertissement. On pourrait donc, à cet égard, distinguer écrivains et artistes dominants versus écrivains et artistes organiques, comme Gramsci différenciait intellectuel dominant et intellectuel organique. La cinquième remarque, c'est que, et la dernière, c'est que je différencie deux types de situations. La première, qui incarne plutôt les Amériques, sauf historiquement Haïti, celle qu'incarne plutôt les Amériques est celle dans laquelle les indépendances ont bénéficié aux Européens et à leurs descendants, ce qui produit une certaine image de la nation, nation étant prise entre guillemets, et on a des indépendances du XIXe siècle. La seconde, que représente l'Afrique, à l'exception très notable de l'Afrique du Sud, est celle dans laquelle les indépendances ont bénéficié aux autochtones. Ce sont les indépendances du XXe siècle. Il est clair que la situation des premiers ressemble plus, du moins plus ou moins visiblement, à celle des anciennes métropoles aujourd'hui qu'à celle des anciennes colonies d'Afrique. C'est extrêmement important car la référence en matière de racialisation a toujours été le noir d'Afrique, je mets l'expression entre guillemets. En outre, qui dit racialisation dit toujours dérationalisation. Le regard racialisant est celui dans lequel celui qui regarde est un être rationnel, Robinson pourvu de toutes les qualités, découvrant les faiblesses et les vices d'un autre structurellement subalternisé, Vendredi, incapable, qui ne mérite pas de nom. Donc, effectivement, on ne peut pas, dans cette perspective de décolonisation, laisser de côté la question de la race. Donc, pour en venir aux trois axes en fait, de cette conférence, je commencerai par un retour sur la colonie en disant que, d'abord, premièrement, c'est un espace symbolique et réel à la fois de violence physique, massacre, extermination, et de violences symboliques, d'évaluation, domination, qui produisent une toxicité coloniale qui perdure, bien sûr, après les indépendances. Et c'est un espace, bien entendu, que se disputent les puissances européennes. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'un espace de la négation du social et du culturel de la population vaincue ou conquise ou colonisée, ce qui équivaut en fait à une dévaluation brutale et totale de leur mode d'être. Les peuples deviennent des populations, les sujets ne sont jamais des exemples, mais toujours des exemplaires, les pays n'en sont plus, ils deviennent des paysages, le paradigme du désert est récurrent, la colonie est une tragédie de la propriété. En effet, les espaces colonisés sont sans propriétaires ni véritables habitants. L'éviction s'exprime dans le langage de la propriété,
puisque ces espaces deviennent des possessions entre guillemets européennes. Ainsi, la terre devient terrain économiquement et territoire politiquement. La conséquence immédiate, qui sera une conséquence justement de très long terme, est l'exil des autochtones. Exilés à la fois de chez eux et d'eux-mêmes, cet exil ne prend pas fin avec les indépendances, il est irrémédiable. La troisième remarque, c'est que l'espace, la colonie, est l'espace dans lequel la verticalité prévaut sur l'horizontalité, le supérieur sur l'inférieur, le droit sur le gauche, la religion sur la croyance, la langue sur le dialecte, la culture sur le folklore, etc. Je fais état ici, évidemment, d'un langage colonial. Du coup, bien sûr, la colonisation est une expulsion, les autochtones deviennent des inexistants, leur vie et leur corps ne comptent pas, ils sont réduits à néant, ou comme on le dit en français, ils sont moins que rien. On le sait, ils ont toujours été considérés comme incapables de rationalité, c'est-à-dire de langage, de politique, comme incapables de politique, et quoique dans une moindre mesure d'art, c'est une désymbolisation par destruction de la généalogie. Autrement dit, voici une humanité qui devient ainsi surnuméraire. La conséquence, je ferai référence à deux philosophes français, Rancière d'une part, Lyotard d'autre part, c'est qu'une colonie est l'espace même de la mésentente ou du différent, et il ne faut pas penser que cette mésentente ou ce différent puisse disparaître instantanément, bien entendu, avec les indépendances. Mésentente d'abord et différenciation entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas, ceux qui ont le droit de parler et ceux qui ont l'obligation de se taire. Autrement dit, c'est un régime de la coexistence sans qu'il y ait quelque chose de commun. Et voici ce que dit Rancière. Un sujet politique, ce n'est pas un groupe qui prend conscience de lui-même, se donne une voix, impose son poids dans la société. C'est un opérateur qui joint et disjoint les régions, les identités, les fonctions, les capacités existantes dans la configuration de l'expérience donnée, c'est-à-dire dans le nœud entre les partages de l'ordre policier et ce qui est déjà inscrit d'égalité, si fragile et fugace que soient ces inscriptions. Autrement dit, Rancière va distinguer la police et la politique. La colonialité, c'est une police. Et la décolonisation est une entrée dans la politique. D'autre part, le différent, à la différence à distinguer donc du litige entre colonisateurs et colonisés, repose sur l'idée de tort. Le tort est un dommage accompagné de la perte des moyens de faire la preuve du tort qu'il a subi. En effet, les victimes ne pourront jamais témoigner car elles appartiennent au passé. La colonie de ce fait-là est un régime sans témoignage. C'est la raison pour laquelle, en un sens, et sur un certain plan, la blessure n'est pas cicatrisable. Donc du coup, j'en viens à la question de la décolonisation qui s'entend donc dans cette perspective. La décolonisation des institutions et les mémoires multiples, l'exposition apparaît comme un champ de bataille sur deux plans. D'une part, sur le plan des corps et des biens qui ont été prélevés dans le passé comme des butins de conquête et ont été exposés. C'est là que se trouve posée la question du primitif. D'autre part, sur le plan de l'hégémonie dans le présent, entre régions du monde ou entre populations, et c'est là que se trouve posée la question du primitivisme. En fait, il faut commencer par se poser une question simple. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un musée ? Un musée, d'abord, c'est une banque culturelle nationale. Pour l'amateur de mots, la banque est liée à ce qu'on met sur la table. Et qui mettons en Grèce
le terme trapéza désignait la table à 4 pieds sur laquelle on exposait les esclaves pour les vendre, mais aussi le comptoir d'un marchand ou d'un banquier. Les banquiers grecs se nommèrent ainsi trapézaï. Le terme banque, qui est le fer de lance, bien entendu, du capitalisme, en est l'exacte transposition. Quant au mot argent, il vient du grec argos, qui signifiait blanc. Donc, je reviens à l'histoire, après l'étymologie, après les cabinets de curiosité du XVIIe, le XVIIIe tardif voit naître les musées, le XIXe en est l'âge d'or. Il s'agit à la fois de tout voir dans l'exposition et de tout avoir dans la collection. Le British Museum est créé en 1759, celui de Mannheim en 1756, celui de Dresde en 1760, de Kassel en 1769, Düsseldorf en 1770. À Florence, les offices accueillent en 1767 la collection des Médicis, tandis que les collections pontificales sont installées au musée Pio Clementino en 1784. Quant au Museo Nacional de Colombia, il est créé en 1823, comme vous le savez bien. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ces musées? Et l'histoire va produire, l'histoire coloniale bien entendu, va produire une structure muséale qui est assez particulière. On sait que la chosification faisait de l'esclave antique une marchandise et que cette chosification s'est perpétuée jusqu'au temps présent, puisque certains objets contenus dans les musées ont été considérés comme des choses plutôt que comme des personnes. Ils ont été assujettis au droit réel et non au droit personnel. Je fais ici référence au corps humain. Ce que les uns voient comme des personnes, des ancêtres, d'autres les voient comme des choses, des objets de collection. Dans les musées français et occidentaux, des restes humains, et notamment des crânes, n'ont pas été ou ne sont pas considérés comme appartenant à des personnes mortes, mais comme des biens culturels relevant du patrimoine national. Il s'agissait donc de conserver scientifiquement, entre guillemets, ce qui était en train d'être détruit politiquement. On voit très bien quels sont les dangers de l'ethnographie. S'agissant des corps, donc, la France possède 18 000 crânes et 23 000 restes humains. Je donnerai un exemple, parce qu'il est très récent, il concerne la Nouvelle-Calédonie. Le 1er septembre dernier, Ataï, un chef de guerre tué en 1878 à Amboa, a été inhumé. Il a été tué, après avoir été tué, il a été décapité. Sa tête est devenue un avoir, c'est-à-dire un capital français. Et la restitution n'a eu lieu qu'en 2014, alors que la France s'y était engagée en 1988. Donc c'est un chef qui figurait dans les collections muséales françaises. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que dans la foulée de l'Exposition universelle de 1878, l'État français fonde le musée d'ethnographie du Trocadéro, qui va être directement placé sous la tutelle du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et qui va donner lieu ensuite au musée de l'Homme. On verra comment finalement on peut concevoir aussi le musée du Quai Branly. La question des biens, pour en rester au cas français, la France possède 300 000 pièces des 4 coins du monde. Je donnerai un exemple qui est également un exemple d'actualité. En 1894, les militaires français gagnent avec la reddition de Béhanzin un butin de guerre et remettent 27 objets au musée d'ethnographie du Trocadéro. On sait bien sûr combien l'ethnographie a été entreprise coloniale, c'est-à-dire blanchiment de ce qui a été extorqué par la force ou par la ruse. Les trophées sont d'abord convertis en objets de science, avec une valeur symbolique,
puis en objet d'art avec une valeur marchande. À Abomey, donc, à l'époque, 3 grandes statues royales et 4 portes avaient été enterrées et elles ont été exhumées et emportées par les Français. Donc, les témoins de l'histoire et de la religion du Dahomey ont figuré dans un lieu qui effaçait leur signification comme des signes en souffrance, et la loi sur leur restitution est une loi de décembre 2020. Donc, le point très important pour moi, c'est que ces statues étaient utilisées en fait notamment dans des rituels, bien entendu, et elles sortaient donc sur des chariots à 4 roues pendant les coutumes annuelles en l'honneur des ancêtres royaux. Donc, on voit bien ici que la question de l'ancestralité, c'est une question qui est tout à fait fondamentale dans toute perspective de réflexion sur, d'une part, la colonie, d'autre part, la décolonisation. Et elles accompagnaient le roi donc lorsqu'il se rendait à la guerre, parce que ces statues étaient censées lui parler dans une langue secrète traduite par un initié, ce qui veut dire que la métamorphose des personnes en choses, des signes parlants en signes muets est l'opération impériale par excellence, ce silence assourdissant est l'écho insonore du silence auquel tous les colonisés en fait ont été contraints. Le primitif, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet réduit à un corps réduit à une chose qui peut être collectionnée et exposée à côté des œuvres qu'il a, comme être humain, produites. C'est évidemment une définition fonctionnelle du primitif, et c'est une définition qui n'épuise pas l'exploration de la notion de primitif. Ce serait en fait une erreur d'appréciation que de séparer ce qui n'est au départ que distinct. En effet, comment dissocier certains objets de certains corps? Ces objets sont des corps, ces objets sont des objets intermédiaires et souvent médiateurs. Comme des dépouilles mortelles, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des choses non plus. On ne peut donc, s'agissant du patrimoine, entre guillemets, mis en valeur, entre guillemets, dans les musées occidentaux, européens notamment, dissocier nombre d'objets des rites funéraires, de l'ancestralité et donc de la religiosité. L'exposition de masques peut, dans ce sens, ressembler à une profanation. Le masque Kurumba, par exemple, est destiné à être habité par l'âme du défunt et devient donc son représentant matériel. Ainsi sacralisé, on peut l'interroger. Or, ce qu'il y a de très important à mon sens, c'est au temps de leur usage que ces masques ont été saisis par les Européens. C'est peut-être en raison même de leur fonction, car pouvaient-elles être ignorées? En 1961, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss s'interrogeait ainsi: notre science retrouverait-elle ses assises si des ethnologues africains ou mélanésiens venaient, en échange de la liberté qui nous serait conservée, faire chez nous ce que naguère nous faisions seuls chez eux? Cette réciprocité serait souhaitable car elle profiterait d'abord à notre science qui, par la multiplication des perspectives, serait en mesure d'accomplir de nouveaux progrès. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, elle ne résoudrait pas le problème. Ce qui me donne l'occasion, en fait, de souligner qu'aujourd'hui, il y a une politique de recrutement dans les musées européens et plus largement dans les musées occidentaux, dans les musées du Nord global, de recrutement, je dirais, entre guillemets, d'anciens sujets de la colonie. Et
j'aurai sur ce point exactement la même position que Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire que la réciprocité et la symétrie sont souhaitables, mais comme il le dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Cela ne résoudrait pas le problème parce que ça ne pourrait éventuellement résoudre des questions que localement et non pas globalement. La question du primitivisme, donc, va se trouver posée corrélativement à la question du primitif. Et je rappellerai certains éléments, certains événements des années 80 qui sont un tournant et qui peuvent apparaître en fait dans le Nord global comme le chant du cygne de la modernité. En 1984, le MoMA de New York présente une exposition qualifiée, je cite, d'une des plus ambitieuses jamais préparées par le Musée d'Art moderne. Et je poursuis, le primitivisme dans l'art du XXe siècle, affinité, au pluriel, du tribal et du moderne. Voici le titre de l'exposition. Cette exposition est censée être la première à avoir jamais juxtaposé des objets modernes et des objets tribaux à la lumière de l'histoire de l'art informée. Que montre cette exposition monumentale, comme il se doit à New York? 150 œuvres d'art moderne et plus de 200 objets, entre guillemets, tribaux. Le nombre dit déjà la puissance. En 1977, le Centre Pompidou à Paris avait exposé dans le voisinage de ses collections d'art moderne une centaine d'objets tribaux provenant précisément du Musée de l'Homme que j'ai déjà mentionné. En 1984, donc la même année que celle de l'exposition du MoMA à New York, le Grand Palais à Paris exposait la collection de Ménil et juxtaposait œuvres primitives et œuvres modernes. Bien sûr, on aurait pu penser qu'on avait alors affaire à une égalisation des mondes qui se manifestait par la mise sur le même plan d'œuvres modernes et d'œuvres tribales. En réalité, tout au contraire, celles-ci, les œuvres tribales, les œuvres dites d'art primitif, fonctionnaient comme faire-valoir de celles-là. Car le primitivisme était considéré comme étant contenu dans l'art moderne et comme n'étant en rien une source d'inspiration pour les artistes du XXe siècle, européens ou occidentaux. Tout au plus, selon William Rabin, le directeur du MoMA, pouvait-on repérer des affinités. Autrement dit, c'est par leur génie propre que les Européens, et plus largement les Occidentaux, se rapprochaient ainsi des arts dits primitifs. Voilà quel était finalement le propos de ces expositions. Modernisme artistique apparaît ainsi, idéologiquement et colonialement, comme une création originale, non comme une réception, non comme une imitation, ce qui aurait été perçu comme une forme de passivité. Le déni de l'appropriation est absolument cinglant. La question du déni, justement, est très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut rapporter, bien entendu, le déni à la parole et au silence. Il est intéressant de souligner qu'aucune information n'est apportée sur les 10 objets tribaux primitifs. La situation, en réalité, est comparable au Quai Branly à Paris, temple dédié aux arts premiers, musée qui a été ouvert en 2006. La même religion, entre guillemets, y est quoique autrement professée. Les anthropologues, au nom de la science, veulent souligner la dimension anthropologique des objets. Les amateurs d'art, au nom de l'art, leur dimension esthétique. Ce sont les derniers qui l'emporteront. Là encore, l'égalité est mise en avant. Jacques Kershach, un marchand d'art premier, avait publié un manifeste intitulé, c'était en 1990, pour que les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux. Or, ces chefs-d'œuvre étaient détenus par les collectionneurs et les banques du Nord global. Du fait de la conformité du dispositif choisi
par le Quai Branly avec la représentation exoticisante et coloniale qui prédomine encore en France, les expositions rencontrent un énorme succès public. Pire encore, en Afrique, des Occidentaux, Français en particulier, recherchent ou ont recherché un art visuel typiquement africain. En 2006, une grande exposition circule aux États-Unis, de Houston à Washington, l'art africain aujourd'hui, chef-d'œuvre de la collection Jean Pigozzi. À Houston, un collectif d'artistes baptisé Otabenga Jones and Associates, d'après le nom donc d'un pygmée exhibé aux zoos du Bronx en 1906, manifeste. Sur leur pancarte, que peut-on lire ? Vous ne pouvez pas contenir ma négritude dans votre boîte blanche. Ou encore, l'Afrique n'est pas un pays. Les œuvres choisies dans cette collection sont celles d'artistes autodidactes qui ne quittent jamais quasiment leur pays. Cela apparaît alors comme un gage d'africanité. Le primitivisme renaît autrement sous la houlette du conseiller de Pigozzi, Bernard Magnien. Nombreux sont ceux qui, à l'époque, ont dénoncé le caractère colonial de l'exposition et l'image néo-primitive donnée à l'art des artistes d'Afrique. C'est une blessure de plus, cette blessure est récente. Donc on comprend bien qu'en réalité, la colonialité est une espèce de millefeuille et que ce sont toutes ces couches, en fait, bien entendu, qui posent problème. Le deuxième point, c'est la question de la restitution et de la réparation. On a affaire au musée et à ses plans de campagne. Sur le plan matériel, la restitution des œuvres du passé par les musées occidentaux consiste à se déposséder et donc à se décoloniser, car dans un devenir commun, les œuvres se partagent. Sur le plan symbolique, c'est-à-dire non pas du côté post-impérial, mais du côté post-colonial, la réparation est le fait des artistes, des écrivains et des penseurs, car ce sont eux qui élaborent les pharmacones, c'est-à-dire les remèdes appropriés pour panser les plaies et du passé et du présent. D'abord donc sur le plan matériel. Il faut restituer les corps et les biens et réparer ainsi d'une certaine façon le mal infligé à répétition, mais uniquement par la restitution. C'est un minimum, bien entendu, en matière de décolonisation. Je rappelle le contexte. En 1969, un manifeste culturel panafricain est élaboré lors du Festival panafricain d'Alger. Un manifeste des invaincus. Que dit-il ? La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. La culture les préserva. Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l'éclosion de nouvelles branches de sa culture. C'est à partir de ce texte que l'ONU adoptera, à partir de 1972, de multiples résolutions sur le retour ou la restitution de biens culturels à leur pays d'origine dans le cadre de la préservation et du développement des valeurs culturelles. En 2007, retour et restitution deviendront partie intégrante des droits des peuples autochtones, et pourtant, combien de temps a-t-il fallu ? Faudra-t-il, pour que ces résolutions soient mises en application par les États qui les ont signées ? L'appropriation primitive, comme on dit, accumulation primitive du capital, n'est pas remise en cause. En France, apparemment, tout le monde s'accorde sur le principe de la restitution,
mais dans les faits, à condition qu'elle reste l'exception. En ne remettant pas en question le système des objets, en ne voyant pas la postcolonialité d'un marché de l'art qui ne crée pas les normes, mais qui les entérine, on ne perçoit pas combien l'histoire des Africains leur est confisquée. Tout se passe comme s'il devait être non seulement sans histoire, comme on a pu le dire, mais également sans mémoire, à défaut de posséder eux-mêmes des archives de leur passé. J'entends le terme archive ici au sens global et je place les œuvres d'art dans ces archives. Car les signes dont ils héritent aujourd'hui sont d'abord ceux des anciens colonisateurs, ceux-là même qui les ont dévalués au moment même où ils s'emparaient de leur production. Je note en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement, je note la contradiction. Parce qu'on ne peut pas penser en réalité qu'une colonie, c'est un espace qui est sans contradiction. Aucun espace n'est sans contradiction, aucun type de politique n'est sans contradiction, mais l'important, c'est que les contradictions, ils sont quasiment la règle et la cohérence l'exception. C'est l'inversion coloniale ou encore aujourd'hui la colonialité. Donc, ceux qui se sont accaparés ces œuvres ont prisé les œuvres de ceux qu'ils méprisaient. Le prix qu'ils leur accordent aujourd'hui n'est pas exempt d'indifférence à l'égard des sociétés dans lesquelles les artistes africains classiques se sont épanouis. En revanche, l'assimilation européenne de la connaissance et de la propriété, du savoir et du pouvoir n'est pas réellement remise en question. Elle est pourtant au fondement même des musées. Donc, après les indépendances, reste à décoloniser non seulement les musées et l'histoire des vainqueurs, entre guillemets, les Européens, mais aussi les chercheurs européens qui croient très souvent que la décolonisation est terminée quand elle est à accomplir. Alors, qu'en est-il donc de la réparation? La réparation et ses remèdes. Est-ce un hasard? Je commencerai par cette interrogation, donc dans le contexte africain dans lequel je me situe. Est-ce un hasard que de nombreux artistes contemporains travaillent sur les masques? La création de nouveaux masques est une façon de restaurer de la continuité dans la discontinuité, une façon de réhabiliter les artistes anonymes du passé, une façon d'opposer du contemporain au primitif. Par exemple, Romuald Azoumé a réalisé une multitude de masques en bidon d'essence et notamment une série de plus de 300 masques intitulée La bouche du roi. La bouche du roi vient du nom que les Portugais ont donné à l'estuaire du fleuve Mono, à Boca do Rio, c'est-à-dire la bouche du fleuve. Plus tard, les Français en feront la bouche du roi et non pas du fleuve. Autrement dit, avec Romuald Azoumé, la bouche du roi est une interprétation artistique de l'esclavage et du colonialisme. Ces masques parlent, chants, lamentations, implorations pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Est-ce un hasard aussi que ce foyer de la traite négrière, l'actuel Bénin, soit au cœur des problématiques de la restitution, au cœur aussi d'un art de la réparation, car il ne s'agit pas seulement d'indigènes, mais d'esclaves. Le compatriote de Romuald Azoumé, Calixte d'Abcogan, est un descendant de forgeron à la cour du roi Tofa à Porto Novo, où il travaille. Il s'inspire des statues Fon et crée également des masques qui expriment ses croyances et sa vision du monde. Au Bénin, le pouvoir du masque, c'est le vaudou. Au-delà, ces œuvres mettent fin aux bouches sans parole des empires coloniaux. C'est à Ouida, la capitale du vaudou, le lieu d'embarquement des captifs vers les Amériques, qu'un musée d'art contemporain a été ouvert en décembre
2013, après donc que la fondation Zinsou a ouvert ses portes à Cotonou en 2005. Le Bénin, donc, ici, apparaît comme central et singulier dans la problématique de la réparation. Les anciens colonisés, à l'évidence, ne veulent plus relever des incomptables. Les demandes de restitution, de mon point de vue, sont donc toujours sur ce plan légitime, car elles visent à restituer la parole à ceux qu'on a prétendu pouvoir faire taire. En face, l'argument selon lequel les restes du royaume d'Abomey auraient été détruits s'ils étaient restés sur place ne tient pas, car comme les codex mayas, mais autrement, la colonie a détruit, du moins pour partie, les cultures de diverses manières. Enfin, l'argument selon lequel l'achat justifierait la possession par les musées du Nord global ne saurait non plus tenir, car on a bien acheté par le passé des êtres humains, et ceux-là même qui défendaient l'esclavage défendaient tout simplement l'achat et la vente. C'est pour ça que j'ai toujours été très touchée par le tableau de Chéri Samba, Hommage aux anciens créateurs. Il est pour moi extrêmement éloquent, car il institue une ancestralité entre l'artiste contemporain et les œuvres du passé, possédées et exposées dans les institutions du Nord global, et je voudrais le citer. Et cela fait partie de son tableau. En visitant par visite officielle la salle d'exposition du Volkenkund des Museum der Universität Zurich, se trouvant dans le sous-sol d'un jardin plein de bambous, j'étais frappée par le grand nombre d'objets antiques, masques, textiles, statues, tous de très haut niveau, que renferme cette salle. Je sentais comme si quelques-uns de ces objets me faisaient des frictions au corps. J'étais alors persuadée que ces objets avaient toujours leur pouvoir surnaturel, et c'était des vrais, puisqu'à cette époque, le marché n'était pas concurrence et il ne devait donc pas y avoir de fausses pièces. J'étais tout de même étonnée d'apprendre que M. Corré, qui avait monté cette exposition, qui avait monté cette impressionnante collection, n'avait pas connu l'Afrique, d'où provenaient les œuvres de sa collection, pour rencontrer les créateurs à qui je rends hommage. Y a-t-il d'autres collectionneurs semblables à M. Corré? D'où ma dernière perspective, la pharmacie décoloniale, panser les plaies et effacer les cicatrices. Je pense que cela vient d'abord des productions littéraires et artistiques des Suds qui redonnent de la saveur de soi, et de la collaboration Sud-Sud et de la désincarcération, si je puis dire, des pratiques artistiques. D'abord, il est clair que la restitution participe de leur décolonisation pour les pays post-impériaux, je l'ai dit. Pour les pays post-coloniaux, je le redis, c'est la réparation qui est la dimension primordiale de leur décolonisation. La décolonisation, programme de désordre absolu des Éphanons, est une sortie ou une rupture de l'hégémonie qui est l'héritage postcolonial de la colonie, autrement dit de l'empire, dont l'emprise, parce que la colonialité c'est l'emprise, la colonie c'est l'empire, dont l'emprise ne s'est pas nécessairement éteinte donc avec sa disparition politique. Sur le plan culturel, le rapport à l'héritage et donc à l'hégémonie est fondamentalement ambivalent. L'énumération en est la dimension cruciale. C'est pourquoi il est d'abord si important de retrouver la saveur de soi. C'est le premier remède de la pharmacie décoloniale. Il fait partie des armes miraculeuses dont Césaire a parlé à propos des mots du poète. Une décolonisation est effectivement une révolution copernicienne qui s'effectue de façon privilégiée, non pas seulement dans la littérature, mais comme une décontamination aussi grâce à la littérature. Car une décolonisation ne s'effectue pas linéairement et progressivement. Ça, c'est une conception moderne, en fait,
d'un processus. La colonialité disparaît par fragments, sans qu'on sache à l'avance quel morceau se perdra dans l'oubli. Autrement dit, perdra son efficience négative. C'est d'autant plus difficile que l'hégémonie perdure et l'inégalité des rapports. La décolonisation consiste en une relève et dans le fait de se relever, un passage du non-être à l'être. C'est au fond une clinique. La littérature est à cet égard un pharmacone, un remède et un poison, une mémoire et un oubli. 3 ans après la publication du texte de Deleuze et Guattari sur Kafka et la littérature mineure, Césaire est invité en juin 1978 à Genève, où a lieu la création d'une cantate composée par Robert Corman sur un texte extrait du Cahier d'un retour au pays natal, dont il parle comme d'une rencontre fécondante. Il y discute de la notion de littérature mineure. Que dit-il ? Pour décrire l'activité spécifique d'un groupe allogène hors territoire qui s'empare d'une langue, en fait son bien et l'applie à ses besoins propres, je songerai volontiers à la piraterie. Et je dirais que comme il y a des radios pirates, il y a un emploi pirate de la langue et que c'est cela, une littérature mineure. Oui, dans ce sens, la littérature nègre d'expression française est aussi une littérature pirate. Fin de la citation. L'entreprise donc est à ses yeux insolite et révolutionnaire et Césaire souligne que, je le cite, la parole première dans ce domaine a été la parole poétique parce que seule la poésie peut donner la saveur de soi-même. La dimension critique, donc, de la littérature et des arts peut ainsi apporter sur le plan symbolique une forme d'apaisement dans la restauration des subjectivités niées. L'inflation des images résultante de la reproductibilité technique de l'œuvre d'art peut apparaître comme positive dans la mesure où elle peut permettre d'effacer les anciens stéréotypes véhiculés notamment dans les cartes postales en les recouvrant d'autres images plus respectueuses des sujets alors étiquetés dans une, entre guillemets, zoologie des peuples qui ne disait pas son nom. Marlène Dumas reprend par exemple dans Femmes d'Alger une image violente de la guerre d'Algérie qu'un journal néerlandais a publiée en occultant certaines parties du corps dénudé d'une jeune fille dénudée par des soldats français. Tracy Rose montre la Vénus hottentote en femme non pas monstrueuse comme dans les images d'antan, mais normale, entre guillemets, dans un champ et non pas exhibée vivante sur une scène ou exhibée morte dans un musée, à savoir le musée de l'homme. Il faut savoir que, bien entendu, les archives et surtout les archives coloniales nous lèguent des problèmes. Comment alors hériter des images du passé ? Les anciennes colonies d'Amérique ont légué des peintures. Les nouvelles colonies d'Afrique et d'Asie ont été marquées et remarquées par la photographie. Les stratégies artistiques sont plurielles qui signent aujourd'hui la provincialisation d'un regard autant que la transformation des objets d'antan en sujets présents. Elles cherchent au fond à mettre le passé à sa place ou au placard. Dans la photographie, le portrait est extrêmement important avec, par exemple, Malik Sidibé, et le portrait remplace le cliché colonial. L'autoportrait, avec Samuel Fosso ou avec Fatima Mazmouz, se joue de tous les codes et de toutes les conventions. Ces photographies sont des envers de la photographie coloniale. Les êtres dans la colonialité, les êtres figés sur le papier, les objets achetés ou raptés s'alignent comme une armée de fétiches. Quel usage contemporain faire de ces anciens invariants ? Faut-il laisser ces archives de côté ou les réinscrire dans le présent ? Et comment ?
à partir, par exemple, des images de l'expédition du Belge Charles Lemaire au Congo, Sami Balogi incruste dans la série Congo Far West les types d'antan, femmes au roi, grand chef au roi, sur des aquarelles de Dardenne. Les anciens albums de photographie sont revisités au milieu de clichés montrant l'explorateur Powells et sa chasse aux fauves. Des instantanés d'aujourd'hui font voir des militaires arpentant le terrain. Édouard Duval-Carrier, pour la Caraïbe, réinvestit un paysage peuplé de fantômes, à la façon scintillante et pailletée du réalisme merveilleux. Revisitant les peintures du passé, il montre, face à une végétation dense, sous un ciel chargé de terreurs nocturnes, une barque colombienne, celle de Christophe Colomb, contenant des personnages de Walt Disney prêts à accoster. Ils sont les symboles des paradis tropicaux que représentent aujourd'hui, avec leur formule all-inclusive, les Caraïbes et la Floride. Ce n'est plus seulement l'espace de la plantation et de l'esclavage, mais celui des resorts qui est évoqué. Je crois que je terminerai rapidement cette conférence. Je crois que des puzzles toujours nécessairement incomplets s'érigent en miroir aujourd'hui des images du passé. L'art contemporain produit en effet un effet miroir qui restaure le sujet et la subjectivité dans leur puissance imaginante. Réfléchir la mémoire de Kader Attia de 2016 montre par exemple combien le présent d'une mutilation peut se dissiper sous l'effet d'un mirage efficient. La thérapie prescrit des séances au miroir qui font halluciner intérieurement le membre perdu. Image saisissante d'une perte irréparable avec laquelle vivre, en quoi consiste la réparation, non pas vivre sans la blessure, mais avec elle, en l'oubliant. Dans cet étrange laboratoire, des visages anciens réapparaissent. Ils nous renvoient à une ancestralité complexe dans laquelle on trouve de la parenté, du patrimoine, d'anciennes et de nouvelles alliances. Des phares nouveaux sont venus éclairer d'anciennes réalités pour les faire disparaître, en quoi les artistes, les écrivains et les penseurs peuvent bien être des maîtres de magie ou de grands révolutionnaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention.